médiatrice, donc tu nous viens tout droit du Rwanda, où tu as vécu toute la période de génocide. 94. 94, oui. Donc tu avais quel âge, hein? À 94, je pense que j'avais 28. Oui, c'est 28, puisque maintenant c'est 50. Et quand on a vécu quand on a vécu ces événements, comment est-ce qu'on s'en sort? Oui, ça c'est vraiment une question, comment dire, capitale, mais aussi très difficile à répondre, puisque ça dépend de l'individu à l'autre. Nous tous, nous les êtres humains, nous sommes doués, nous sommes outillés par notre nature de tout traverser sur cette planète. Finalement, c'est comme ça. On a tous les outils, mais nous l'ignorons. On ne sait pas qu'on est outillé pour traverser toute la vie tragique, le bonheur et tout ça. On est capable de vivre. Mais, y compris les pires choses. Mais oui, y compris même la mort, le dernier moment qui nous fait peur. On est outillé pour traverser la mort. Et là, c'est pas que la mort, c'est la torture, c'est le barbarisme, c'est... Oui. Voilà, on y revient alors sur ce que... Là-bas, on a vécu, du jamais vécu. J'ai vécu des choses, nous avons vécu des choses qu'on ne peut pas même dire par nos mots. Nous aussi, nous ne savons même pas comment le dire. Ça nous dépasse. Ça dépasse l'être humain. Et pour celui qui l'a fait, je pense qu'il est dépassé. Et pour celui qui l'a subi, je pense que les deux, nous sommes dépassés par ce qui s'est passé. Comment un être humain peut être amené comme ça, tout d'un coup, comme un coup de folie finalement, à tuer de façon tout à fait naturelle? C'est la question qu'on se pose, pourquoi ces choses? Comment est-ce possible qu'on peut arriver à faire... à tuer son enfant, à tuer son cousin, à tuer sa mère, à tuer son père, à tuer son voisin, pour rien. D'ailleurs, même s'il y a des raisons, il n'y a pas raison de tuer. Alors, pour rien. Je pense qu'il n'y avait aucune raison. Et il n'y aura aucune raison d'avoir tué ou de tuer quelqu'un. Même pour le génocide des Rwandais et tous les génocides, il n'y a pas de raison de tuer une personne parce que tu vois pas comment il est fait, grand, petit, joli ou laid, je ne sais pas. Il n'y a aucune raison, aucune. Et comment on peut garder confiance dans l'humain après une expérience comme ça? C'est très difficile, c'est comme la première question. Je pense que c'est pas, j'allais dire, c'est pas humain, c'est pas naturel de garder confiance dans l'être humain qui vient de faire ce que j'ai vécu, ce que les autres Rwandais ont vécu là-bas. C'est très difficile, mais ça vient de l'au-delà, si je peux dire. Ce n'est pas si naturel de faire son mouvement, de continuer à avoir confiance en l'autre, en l'être humain qui a fait ce que tu as vu. Mais ça fait partie aussi de nous, de pouvoir être résilient jusqu'à ce point. C'est une capacité humaine que nous avons de continuer à vivre malgré tout ce qui nous empêche de vivre. Donc c'est en nous de pardonner, de continuer à vivre, de dépasser, de transcender, ce que Franck le dit, et ce qu'il a vécu aussi, de transcender tout ce qui est... On a une capacité pareille en nous, de transcender tout ce qui est mal, tout ce qui nous empêche de vivre notre vie humaine harmonieusement. J'allais dire de comprendre l'autre, on ne comprend pas l'autre, mais on vit avec l'autre tel qu'il est. Aussi, je pense qu'on nous a appris en logothérapie que de pardonner à quelqu'un, sachant qu'il peut répéter la même bêtise, la même faute, la même erreur. Donc, être capable de pardonner à quelqu'un,
C'est-à-dire qu'on fait la part des choses entre l'être humain et ses comportements et la façon dont Oui, il... oui. C'est Et cela. au-delà des comportements, il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance. Oui. C'est le comment, c'est notre unité là qui est visée. C'est cela que nous enseignons dans notre association. Que ce soit la personne qui a été tuée pendant le génocide, que ce soit la personne qui le tuait, qui l'a tué, nous sommes tous un. C'est cette unité qui dépasse la coquille et qui dépasse la personnalité, qui dépasse notre physique, qu'on voit quand on pardonne, qu'on voit quand on fait encore confiance à quelqu'un qui ne mérite pas la confiance. On ne fait pas confiance à un Hutu ou à un Tutsi. On fait confiance à cet humain qui est en lui. Ou bien à cette image de Dieu qui ne meurt pas, qui ne tue pas, qui n'est jamais quoi, touché par ces histoires tragiques. Alors, quand je fais confiance en cette personne, c'est pas à celui-là qui a tué, je fais confiance à celui-là qui ne tue pas. Puisqu'il reste et il demeure. Il lui fait vivre, comme moi aussi, il me fait vivre après les deux tragédies que nous avons vécues. Il a vécu la tragédie de tuer, j'ai vécu la tragédie d'être tué. Alors, nous deux, il y a cette énergie qui nous fait vivre. C'est comme si nous sommes fidèles, c'est comme si c'est elle qui nous anime. Tu parles d'une force en toi. Vient d'où cette force-là? C'est cette force de vie, en fait, quelque part. C'est celle-là, c'est cette force de vie dont nous sommes doués, qui nous a été donnée par la nature, par Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Mais le Dieu là, qui n'est pas religieux, dont je parle, c'est pas un Dieu que chaque religieux s'approprie. Mais non, cet être suprême qui nous a fait, qui nous régit, cette énergie divine en nous, qui nous anime. Et malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les limites physiques et émotionnelles, même intellectuelles. C'est cet être divin, j'oserais dire, qu'il faut aller rechercher, retrouver au fond de soi. C'est cet être divin, c'est cette capacité divine en nous à qui ou bien à laquelle il faut se connecter pour pouvoir survivre, pour pouvoir traverser tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce qui nous entrave. Pour tout être humain, on est obligé à un moment donné de se connecter. Si on ne se connecte pas, on passe, on meurt. Puisque tu meurs de chagrin, tu meurs de traumatisme, tu meurs de victimisation, tu meurs de culpabilité. Hein? Et pour le bourreau et pour la victime, pour parler des termes appropriés, si tu restes dans ta culpabilité, tu meurs. Il faut éveiller cette énergie qui te fait transcender, qui te fait vivre, cette énergie divine en toi, qui fait que tu dépasses. J'ai envie de dire, est-ce que se confronter à la souffrance, se confronter au pire, est quelque part une force qui nous oblige à nous transcender? Oui, ça nous fait grandir. Ça fait grandir, oui. La souffrance, c'est une belle école, si on peut dire. Une très belle école qui fait ces tests les plus durs qu'on ne peut pas imaginer même que ça peut nous attendre dans la vie. Mais ça nous fait grandir, mais aussi c'est bien puisqu'on est outillé, on a cette capacité. On ne doit pas chercher ailleurs, c'est en nous. C'est en nous, il suffit de se rappeler que c'est en nous. Il suffit d'entrer en soi, c'est pas à l'extérieur de nous. C'est déjà là. Cette capacité de puiser, de grandir par notre souffrance. Et comme Lucas l'a écrit en disant de ta souffrance même, tu peux faire quelque chose. Alors c'est juste, la souffrance nous fait grandir. On apprend beaucoup, on se dépasse, on éveille cette énergie qui est si calme et si silencieuse et qui, on dirait qu'elle n'est même pas là, qu'elle n'existe pas. Mais à un moment donné, ça te prend en charge.
ça t'énergétise, et tu traverses, et tu vas, tu vibres, tu fais vivre. Ta vie est contagieuse, ma vie est contagieuse. Si je suis vivante, je fais vivre. Comme même la mort, c'est la même chose. Si tu n'as que la mort en toi, le mal en toi, tu es aussi contagieux, tu contamines l'entourage. Alors, cette capacité d'énergie, de vie, elle est en tout être humain. C'est pas en moi seul, au rescapé ou au bourreau, c'est en tout être humain de traverser tout ce qui est impossible. On peut croire impossible. Et donc tu as consacré ton énergie maintenant à accompagner les personnes qui ont traversé cette tragédie, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau, pour les amener aussi à en faire quelque chose de cette expérience. Oui, c'est cela mon rêve, et c'est cela, je pense, ma réalisation aussi. Ce n'est plus seulement un rêve, mais après avoir survécu, si je peux dire ainsi, je me demandais ce que je peux faire dans cette vie d'après génocide. Mais je me suis dit, oh, puisque je vis, je vais vivre. C'était un grand cadeau. Puisque j'ai vu mourir les autres, j'étais là, du début à la fin. Alors moi, je suis là pour une mission particulière, de vivre et de faire vivre dans ce pays où on vient de mourir en grand nombre. Alors c'est cela. Je vis, j'ai travaillé pour ma survie. Et oui, c'est pas seulement vivre en paix, avoir une bonne santé, pas de traumatisme, pas de déséquilibre en santé mentale. Et je suis arrivée par différentes approches. Sûrement, c'est cette énergie en moi, mais aussi qui a été éveillée par d'autres. Oui, on a besoin de maîtres, des gens qui nous rappellent que cette énergie est là. Oui, on a l'histoire qui nous rappelle, mais on peut aussi ne pas entendre vite. Il faut aussi des gens qui nous rappellent que voilà, l'histoire a montré que cela, mais aussi il faut te rappeler que tu es capable de traverser cette histoire. Alors, je me sens bien équilibrée émotionnellement, et je fais vivre les autres, j'aide les autres à guérir. Donc tu travailles dans une association là? Oui, je le fais dans une association que nous avons créée en 2000, l'association Modeste et Innocent. Je vous ai apporté des documents, vous allez lire. C'était une association pour l'unité et la réconciliation des Rwandais, en employant l'approche de l'Ubuntu, ou bien l'approche de la bonne puissance. C'est cette promotion de l'être humain par son essence humaine, l'essence de l'humain, cette capacité dont nous avons parlé, qui est toujours là à nous aider à vivre, à survivre, qui n'est jamais touché par quoi que ce soit. Alors nous travaillons pour ça dans cette association. Donc avec des gens qui sont volontaires, ou comment ça se passe? On fait des projets, nous faisons des projets depuis le début. Les projets sont financés par différents bailleurs, puis nous travaillons sur les problèmes actuels dans le pays, les problèmes sociaux et économiques parfois, puisque quand la personne humaine est équilibrée émotionnellement, il a confiance en la vie, ou bien elle a confiance en la vie, et il a le goût de la vie et commence à travailler pour se développer. Donc nous travaillons l'être humain holistique, on travaille l'être humain dans son unicité, on l'éveille dans son unicité, on l'aide à vivre en harmonie avec lui-même, avec son créateur, avec les autres dans la société, même avec tout le créé autour de lui. Donc vous travaillez dans des groupes avec des ex-victimes et des ex-bourreaux, comment ça se passe? Nous travaillons avec tout le monde finalement. Ça peut être des victimes du génocide, ça peut être des bourreaux du génocide, en prison ou ex-prisonniers, ou bien d'autres personnes de la communauté qui sont traumatisées, qui vivent des blessures. Et qu'est-ce qui se passe quand on les met ensemble autour dans un groupe? Par exemple, on a un groupe de rapprochement des rescapés du génocide et des ex-prisonniers dans la communauté locale, au niveau de la base. Alors,
là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le rapprochement, c'est juste. Des gens qui ne voudraient même pas se rapprocher, ni se regarder, qui se haïssent, se disent mais elle est parfaite, et avec raison, et qui se craignent, qui se méfient. Alors ces gens-là, nous les aidons, c'est un long processus, à se mettre ensemble, à parler, à s'exprimer, à dire du fond de leur cœur ce qu'ils ressentent de leur histoire personnelle et de leur histoire aussi, ce que l'histoire nous a fait vivre en général. Tu parles de toi, tu peux aussi parler des autres, ça fait partie de toi. Si tu as été blessé par les autres, tu peux en parler. Donc les gens parlent de leur souffrance. Et puis ces gens-là, ce ne sont pas des gens inconnus, ce sont des génocidaires d'hier, assis avec les victimes du génocide, les rescapés du génocide, pour lesquels ils ont tué. Ils se connaissent, ils se sont vus pendant le génocide. Alors ils partagent la souffrance, le bourreau, pardon du terme, la personne ex-prisonnier parle de ce qu'il vit, ce qui lui fait mal, ses espoirs, ses souffrances, ses joies aussi, à propos de ce qu'on vit, ce qu'il a vécu. Donc tu dis tout ce qui monte en toi, dans le sens du guérir ensemble, dans le sens de retrouver l'harmonie communautaire, l'harmonie sociale, non plus se haïr, non plus se méfier, non plus fuir. C'est une découverte le fait que la souffrance soit partagée, y compris par des gens qui ont commis des meurtres. C'est une grande découverte pour les deux. Parfois, tout le monde se croit victime. Et celui qui a tué dira, je suis victime de l'histoire, je suis victime de la politique de ce pays. Et puis le rescapé aussi avec raison, il est victime. Il est victime de son histoire, de la politique de ce pays. Alors les deux sont victimes. Est-ce qu'on va rester dans la victimisation? Non, ça ne fait pas vivre. Il faut passer à la responsabilité de notre présent, de notre aujourd'hui, de notre histoire. Oui, le passé est passé, prenons des leçons et puis faisons d'aujourd'hui la vie, quoi. Commençons, revivons. Revivre ensemble, en fait. Pratiquement au jour le jour, oui. Concrètement. Oui, puisqu'on est condamné à vivre ensemble toujours. Alors, c'est une promotion du guérir ensemble. Guérir ensemble les blessures de l'histoire. Responsable que je suis ou bien responsable que tu es, mais guérir ensemble. Ne pas rester dans la victimisation et se jeter des responsabilités infiniment. Sortir du cercle vicieux qui ne nous amène nulle part. Construire ensemble le pays et construire notre vie, notre intérieur. Voilà. Puisque avec la souffrance on peut mourir, mais aussi on peut vivre, on peut grandir comme on peut grandir. Voilà, et donc toi tu as engagé une formation, tu continues à te former, là tu es en formation de logothérapie. Je suis en formation de logothérapie, j'ai été en formation de thérapie sociale comme vous l'avez ici devant. Il y a un bouquin que j'emploie pour le rapprochement pour le rapprochement des rescapés du génocide. Donc c'est la thérapie sociale. Hein, c'est la thérapie sociale de Charles Osmond, c'est un Français. Oui. Alors il est venu nous l'apprendre au Rwanda. Et puis j'ai été premièrement formée, puis j'ai appliqué, puis on a vu que ça fonctionnait. Donc, pour rapprocher ces antagonistes, rescapés du génocide et exprimés. Et puis ça crée l'unité authentique, la réconciliation authentique. Les gens se mettent ensemble, comme vous venez de le dire, disent de leur souffrance, ils se comprennent, ils partagent la souffrance, et puis ils décident ensemble de guérir et de continuer ensemble. Et tu as découvert la logothérapie au congrès qui a été organisé par l'association des logothérapeutes francophones là au Rwanda. Oui. C'est ça. Voilà, c'est récemment, mais c'est pas récemment, puisque avant même qu'ils viennent, on avait d'abord fondé avec ceux qui viennent d'être formés, Christophe et Edouard, les deux qui ont été formés, et Dr Eva qui avait aussi été formée avant, qui a même appliqué toute seule, comme elle avait été formée, toute seule aussi. Et voilà les trois, avec les trois, on a d'abord fondé un forum
ou bien on veut aussi former une association. Alors, je fais partie de l'association des logothérapeutes qui viennent d'être formés. Et nous avons aussi, avec l'association des psychologues Rwanda, invité les logothérapeutes de la France qui sont venus au mois de décembre. Et pourquoi? Pour un congrès de logothérapie au Rwanda. C'était parce qu'ils ont aimé ceux qui ont été formés avant nous, parce qu'ils ont vu que c'est adapté au Rwanda et au contexte rwandais. Et c'était pour aussi amener, faire connaître cette approche qui est adaptée à notre histoire. Alors, ils sont venus, ils nous ont vraiment édifiés par ce qu'ils ont dit dans différents endroits au Rwanda, dans le sud, à Kigali, dans le nord, Ruhengeri, Kigali, Butare, c'est le sud et le centre et le nord, on dirait. Et alors, ils nous ont... C'est pas moi toute seule, c'est vraiment toute la communauté qu'ils ont pu atteindre. On avait envie de les garder avec nous, qu'ils puissent nous former tous. On avait envie de se faire écouter individuellement, se faire accompagner tout de suite, puisqu'on dirait que c'est... Mais on regrettait une chose, pourquoi c'est venu tard? Puisqu'il y a 20 ans qu'on est là, on n'a pas connu cette approche pour nous faire aider, pour nous aider. Qu'est-ce que ça peut apporter au Rwanda dans votre travail? Quel est l'apport de la logothérapie? L'expérience du fondateur, d'abord. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Qui lui aussi a vécu des événements tragiques. Nous avons quelque chose de commun. Il est rescapé du génocide des Juifs. Il a fait l'expérience de la mort. Oui, j'ose dire, c'est l'expérience de la mort. Même si on n'est pas mort, mais on a une expérience de ce que c'est attendre, mourir et un peu. Alors, ce qu'il a écrit de son expérience, de sa résilience, de tout ce qu'il a compris de l'homme, ça nous concerne directement. On dirait qu'il était avec nous, qu'il a vécu tout ça avec nous. En tout cas, il n'y a rien en logothérapie qui n'est pas rwandais. En tout cas, rien. Tu ne peux pas trouver quelque chose. Et la souffrance, et la dignité humaine, et la transcendance de la souffrance, et tout. Et le dire oui à la vie malgré tout. Là, ça nous rejoint, comment? Je ne sais pas comment te le dire. Ça nous rejoint dans le sang et dans l'os. C'est ce que tu as vécu, en fait, c'est ton expérience. Oui. C'est mon expérience à moi, c'est l'expérience de différents Rwandais qui ont écouté ces conférences durant le congrès. Alors, moi, comme tous les autres, on aimerait être formé. Et je peux m'enorgueillir, je dis, oh mon Dieu, j'ai été favorisé par Dieu, si je peux parler de Dieu, par la logothérapie, de venir tout de suite et commencer la formation qui était programmée déjà en décembre 26. J'ai été vite chercher les papiers qu'il fallait pour être là pour la première formation, pour le début de la formation. C'est pour cela que je suis ici, pour les prisonniers avec lesquels je travaille, les prisonniers à la prison, pour les ex-prisonniers, pour les rescapés, pour la communauté rwandaise en général. Et moi, quand je comprends, quand je vois combien c'est utile et ce que je suis en train d'apprendre dans la logothérapie, j'ai envie de crier dans tout le pays. Est-ce que je vais prendre un micro à Kigali et me mettre là-bas, crier à tout le monde pour que personne n'échappe à cette rencontre avec la logothérapie. Dans le sens de sortir vivant dans la souffrance. C'est tout ça. Cette capacité de Frankl de sortir, de transcender, de vivre malgré tout. C'est cela qu'il faut là-bas. Tu parles d'aider les autres. En même temps, je sens chez toi,
comme si tu avais découvert le sens de ta vie, quoi. Ouais. C'est aussi une façon de vivre ta vie. C'est très juste. C'est très juste et ça m'a touché d'abord. Et pour tout le monde qui a écouté, c'est d'abord toi que ça travaille, que ça guérit, puisque ça redynamise et ça m'a redonné la force de vivre. J'ai retrouvé encore. J'ai été renforcée dans ma force de vivre. J'ai retrouvé le sens en ma vie. Puisque, humainement parlant, oui, la vie est là, je vis, mais j'ai besoin de me nourrir. On ne se nourrit pas seulement de la nourriture physique, ce qu'on mange. On mange aussi la parole. On mange aussi la parole des autres. Quand on dit qu'on mange la parole, ce n'est pas seulement la parole de la Bible, du Coran ou de la Torah. Non. Dieu parle toujours. Il a toujours parlé, il parle toujours. Dieu parle toujours. Il a toujours parlé. Et pour moi, à travers la logothérapie, je me nourris de la parole. Que ce soit de Dieu ou de Franck, moi, je me nourris de cette parole, de cette énergie de vie qui est dans cette parole. Et cette énergie de vie qui est contagieuse. Mais qui est contagieuse. Les gens qui nous ont amené cette parole là-bas, dans le congrès, nous ont contaminés. Donc, toute la salle est vibrée de la vie. C'est pour cela qu'on n'avait pas envie de les laisser partir sans suite. On dit, venez dans les universités, former les gens, former les jeunes, former les médecins, former les gens de la santé mentale, former les... Oh, on avait donc, on a senti la vie à travers eux, une vie contagieuse comme tu dis. On aimerait la garder puis la donner aux autres. Est-ce que tu te considères encore comme une victime du génocide? Oh mon Dieu, je ne me suis jamais considérée ainsi, je ne sais pas pourquoi. La victimisation, je ne l'accepte pas. Elle est là, oui, c'est une étiquette. Et c'est une réalité aussi humaine. Oui, mais c'est quelque chose, je ne me l'attribue pas. L'histoire me la donne, et c'est ainsi, ça ne se trompe pas. Je suis rescapée du génocide. J'étais là avant le génocide, j'ai vécu pendant le génocide, jusqu'à ce que ça se termine. Alors, mais pour... je ne sais pas, ça doit être pour ma suivi. Je n'accepte pas cette étiquette. Ça peut être externe, mais pas interne. Pour vivre, c'est pour ma vie. Et je la recommande souvent aux gens qui sont comme moi, donc qui sont rescapés, ou bien qui doivent quand même, que je vois qu'ils doivent traverser quelque chose. La victimisation nous rabaisse, nous diminue l'énergie de vivre, nous empêche la survie. Il ne faut pas rester dedans. Ce qui est important, c'est de rester debout, quoi qu'il se passe. C'est très important de rester debout, puisque debout, tu es dans ton énergie de vie. Une fois écrasé dans la victimisation, dans le gémir ensemble, non. Dans le gémir ensemble, on ne fait que mourir. On n'a pas de solution. Une fois dans la souffrance, enterré dans la souffrance, on ne voit plus, même physiquement, on ne voit plus. L'intelligence est endormie, on ne vit que dans l'émotion. Alors, ce n'est que la mort là-dedans. Alors, la victimisation, je n'aime pas. Je suis victime, mais c'était externe à moi, à mon émotion, à ma vie émotionnelle. Alors, je suis responsable de mon histoire actuelle, de mon histoire de demain. Et responsable aussi de l'histoire de mon pays, de mon peuple. Puisque ce n'est pas au président de tout faire. Même la communauté, nous, les membres de la communauté, les membres de la société, nous faisons notre histoire avec les autorités. Alors c'est pour ça que je vais aussi les autres demander à être responsables, plus que responsables que victimes. Que ce soit ceux qui ont fait le génocide, que ce soit les rescapés du génocide. Et chaque décision implique la suite de ta vie. Les moments suivants sont décidés ici et maintenant. Alors, c'est pour cela que je n'aime pas l'aspect victimisation. J'aime bien la responsabilité. Puisque je suis capable, puisque nous sommes capables de traverser la victimisation à la responsabilité. Merci, médiatrice, de ce témoignage de vie tout à fait touchant.
Et plein d'espoir en même temps. Plein d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.